Alerte d'avril 2018. Bienvenue à l'écoute du magazine audio Alerte numéro 4 d'avril 2018. Nous vous présentons l'actualité du mois en matière fiscale, juridique et sociale. Les pauses musicales sont extraites du magnifique rondo numéro 1 en Ré majeur, K485 de Mozart. Commençons ce magazine par l'actualité fiscale, avec d'abord 2 arrêts importants à signaler ce mois-ci concernant les plus-values des particuliers. Cession de titres après un coup d'accordéon. Dans le cadre d'une opération de réduction du capital social à zéro, suivie d'une augmentation de capital, le prix effectif d'acquisition des actions doit s'entendre du montant de la valeur totale des contreparties que le titulaire de ces droits a dû fournir pour en devenir propriétaire. Ainsi, et alors même que le pourcentage de détention du capital aurait varié après coup d'accordéon, le prix d'acquisition des actions cédées par le contribuable est égal au prix de souscription des actions acquises à compter de l'augmentation de capital majorée de celui des titres annulés lors de la réduction du capital. Retenez donc que la plus-value réalisée par un contribuable qui cède la participation qu'il détient dans une société après une opération de coup d'accordéon doit tenir compte du prix d'acquisition des titres annulés lors de la réduction de capital. Plus-value des particuliers, prix d'acquisition des actions. Précisant la notion de prix effectif d'acquisition à retenir pour le calcul des plus-values de cession de titres, le Conseil d'État juge que celui-ci doit s'entendre du montant de l'ensemble des contreparties effectivement mises à la charge de l'acquéreur à raison de l'acquisition, quelles que soient les modalités selon lesquelles il s'acquitte de cette obligation. Cet arrêt est à retenir. En voici le cas de figure. Un contribuable avait souscrit, lors de la constitution d'une société, 150 000 parts au prix unitaire de 10 €, soit une valeur totale de 1 500 000 €, mais n'avait versé que la moitié de la somme, soit 750 000 €. Pour le calcul de la plus-value réalisée lors de la cession ultérieure des titres, l'administration avait considéré que le prix d'acquisition devait s'entendre du prix effectivement versé par l'intéressé, 750 000 €, et non du prix convenu, 1 500 000 €. Les juges du fond de la Cour de Nancy s'étaient rangés à cette position. Mais le Conseil d'État a annulé pour erreur de droit l'arrêt de la Cour de Nancy pour n'avoir pas recherché si la somme de 750 000 € dont le contribuable restait redevable à l'égard de la société et qui n'avait pas été intégrée au prix d'acquisition faute d'avoir été personnellement acquitté par l'intéressé, ne constituait pas une contrepartie effectivement mise à sa charge. Revenu mobilier, PEA abusif. Un contribuable détenant 50% du capital d'une société opérationnelle avait cédé la moitié de ses titres à une société holding dépourvue de substance économique dont il détenait 25% des parts. Ensuite, il avait inscrit les parts de la holding sur un PEA et les avait cédées à un tiers en franchise d'imposition de la plus-value. La Cour administrative d'appel de Paris a jugé que cette opération, consistant à interposer une société holding dans le seul but de respecter la condition tenant à la non-détention par le titulaire du PEA de plus de 25% des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent au plan, constitue un abus de droit. À noter que le défaut de substance de la société holding résultait notamment de l'absence de réalisation de son objet social relatif à la prise de participation, la société n'ayant jamais eu d'autre participation que les titres de la société opérationnelle.
plus-value immobilière et matériaux achetés par le contribuable. Contrairement à ce que soutient l'administration, la Cour administrative d'appel de Bordeaux estime que les dispositions du Code général des impôts concernant la majoration du prix d'acquisition pour le calcul de la plus-value immobilière ne font pas obstacle à ce que le prix d'acquisition de matériaux et celui de leur pose soient pris en compte lorsque les matériaux ont été achetés par le contribuable à une entreprise et installés par une autre entreprise. Il est à noter que la Cour de Nantes avait jugé de la même manière en 2015. Et ces décisions prennent donc le contre-pied de la doctrine administrative s'agissant des dépenses de matériaux supportés par le contribuable et installés par une entreprise. Pour autant, notez que l'administration n'en a pas encore tiré les conséquences. Seule une décision du Conseil d'État serait de nature à faire évoluer la doctrine. Dès lors, à ce jour, il serait encore imprudent pour le contribuable, sur la seule foi de cette jurisprudence, de majorer le prix d'acquisition de ces dépenses personnellement supportées, mais installées par une entreprise. Toutefois, dans le cadre d'un contentieux, ces décisions pourraient faire poids. Taux de TVA d'une prestation unique composée de deux éléments distincts. Une prestation unique composée de deux éléments distincts, l'un étant principal, l'autre accessoire, doit être taxée au seul taux de TVA applicable à l'élément principal, et ce, même s'il est possible d'identifier le prix correspondant à chacun de ces éléments. TVA sur la chirurgie esthétique. Normalement, un acte de médecine ou de chirurgie esthétique non pris en charge par la sécurité sociale et dont la finalité thérapeutique n'est pas reconnue doit être soumis à la TVA, quel que soit le type d'établissement dans lequel il est pratiqué. Cela étant, l'administration estime que, même non pris en charge par l'assurance maladie, les actes de médecine et de chirurgie esthétique sont exonérés de TVA dès lors que leur intérêt diagnostique ou thérapeutique est reconnu par la Haute Autorité de Santé. Ces différents actes sont consultables sur le site internet de la Haute Autorité de Santé. Refacturation de frais par une holding à ses filiales. Une personne assujettie à la TVA pour une activité économique exercée de manière permanente doit être considérée comme assujettie pour toute autre activité économique exercée de manière occasionnelle. Le Conseil d'État estime que la refacturation par un holding mixte à ses filiales des frais liés à une opération de restructuration réalisée par celle-ci constitue une activité économique occasionnelle. Dès lors, les recettes résultant de la refacturation de ces prestations de conseil aux filiales entrent dans le champ d'application de la TVA et donc ouvrent droit à déduction. Les recettes correspondantes doivent du coup figurer aux deux termes du coefficient de taxation forfaitaire. TVA, numérisation des factures papier. De récents commentaires administratifs ont été publiés afin de préciser les conditions de la numérisation pour la conservation et le stockage des factures émises ou reçues sous format papier depuis le 30 mars 2017. En fait, les entreprises qui reçoivent ou qui émettent des factures papier peuvent les numériser sous condition, à tout moment, et les conserver de manière dématérialisée durant 6 ans. Le transfert des factures établies originairement sur support papier vers un support informatique doit être réalisé dans des conditions garantissant leur reproduction à l'identique, le résultat de cette numérisation devant être la copie conforme à l'original en images et en contenu. Par mesure de tolérance, l'administration admet qu'une numérisation ne respectant pas le code couleur est toutefois acceptée, mais uniquement dans les cas où les couleurs ne sont pas porteuses de sens. Notons que l'assujetti
peut numériser lui-même les factures ou confier cette mission à un tiers. Mais les opérations d'archivage numérique des factures établies originairement sur support papier doivent être définies selon une organisation documentée, faisant l'objet de contrôles internes, permettant d'assurer la disponibilité, la lisibilité et l'intégrité des factures ainsi numérisées durant toute la durée de conservation. Selon l'administration, cette organisation documentée suppose que les différentes phases de la numérisation doivent être décrites, présentées et expliquées. Et elle est propre à chaque entreprise. En tout état de cause, chaque document numérisé doit être conservé sous format PDF ou sous format PDF A3, ISO 19005-3, et être assorti d'un certificat conforme au moins au référentiel général de sécurité de niveau 1 étoile. Chaque fichier est horodaté, au moins au moyen d'une source d'horodatage interne, afin de dater les différentes opérations réalisées. Concernant le droit à déduction, c'est la facture d'origine, c'est-à-dire celle émise et transmise dans son format initial, qui reste la pièce justificative pour la déduction de la TVA. Mais la facture papier numérisée constitue une pièce justificative relative à des opérations ouvrant droit, d'un point de vue fiscal, à une déduction en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Dans l'hypothèse où le contribuable présente à l'administration une facture numérisée qui ne remplit pas ces conditions, ce dernier est alors tenu de la présenter sous forme papier. Sinon, il y aura défaut de facture et l'administration pourra remettre en cause la déduction de la taxe opérée. Oui, et notez qu'en raison de ces précisions, les assujettis pourront avoir quelques hésitations à se défaire des factures papier qu'ils auraient numérisées, voire à recourir au dispositif même de la numérisation, ce qui évidemment ne va pas dans le sens de l'objectif de simplification affiché. L'administration admet que les factures papier numérisées suivent les règles de stockage des factures transmises par voie électronique. Toutes les factures papier, quelle que soit leur date, peuvent être numérisées, même si elles sont émises ou reçues à compter du 30 mars 2017. Signalons que, selon l'administration, une facture initialement conçue sur support papier, puis numérisée, envoyée et reçue par courrier électronique, ne constitue pas une facture électronique, mais une facture papier. Cela étant, l'administration tolère désormais qu'une facture créée sur papier, puis numérisée pour être envoyée et reçue de façon électronique, soit considérée comme une facture électronique. L'émetteur sera alors dispensé de conserver la facture papier dès lors qu'il sécurise et conserve la facture numérisée. Quant au récepteur de la facture, considéré pour sa part comme ayant reçu une facture électronique, il devra conserver la facture ainsi reçue uniquement sous format dématérialisé. ISF, exonération des titres d'un dirigeant retraité. Un dirigeant qui a bénéficié de l'exonération totale d'ISF relative à ses biens professionnels ne peut, après son départ à la retraite, bénéficier de l'exonération partielle de ses titres qu'à la condition de les conserver pendant encore au moins 6 ans. Notez que même si l'ISF a été supprimé par la loi de finances pour 2018, ce principe s'applique à tous les redevables qui ont bénéficié jusqu'en 2017 de l'exonération partielle lorsque le délai de conservation des titres est encore en cours au 1er janvier 2018. Rappelons, car la question est posée fréquemment, que les redevables qui, dans le cadre de l'ISF, bénéficiaient des exonérations partielles en faveur des salariés et mandataires sociaux détenant des titres de leur entreprise ou à raison des titres faisant l'objet d'un pacte Dutreil se trouvent désormais éventuellement imposables à l'IFI sur les actifs immobiliers détenus au travers de la société, ces régimes de faveur n'ayant pas été reconduits dans le cadre de l'IFI. Mais en l'absence de dispositions particulières relatives aux redevables encore liés par un pacte Dutreil
ou par une durée de conservation au 1er janvier 2018, ceux-ci sont tenus de respecter leurs obligations de conservation jusqu'au terme initialement prévu pour que l'exonération partielle dont ils ont bénéficié ne soit pas remise en cause et alors même qu'ils ne peuvent plus prétendre à aucun avantage au titre de l'IFI. IFI et investissement locatif. L'assiette de l'IFI est constituée du patrimoine immobilier non affecté, soit à l'activité professionnelle du contribuable, soit à l'activité de l'entreprise ou de l'organisme dont il détient des parts ou actions. La simple gestion de son propre patrimoine immobilier, la location d'immeubles par exemple, est de nature civile et non professionnelle. Cette activité ne peut pas être exclue de l'assiette de l'IFI. Dès lors, les investissements locatifs ne sont pas exonérés d'IFI. Cela dit, une exonération s'applique toutefois aux biens affectés à l'activité professionnelle principale du redevable, qui est susceptible de couvrir, sous certaines conditions, la location de locaux d'habitation meublés, ainsi que de locaux commerciaux ou industriels, munis du mobilier ou du matériel nécessaire à leur exploitation. Contrôle fiscal, contestation d'une filiale. Dans le cas où l'administration rectifie le résultat déficitaire d'une société filiale membre d'un groupe fiscalement intégré, tant la société mère que la société filiale peuvent contester cette rectification en l'absence d'imposition supplémentaire mise à la charge de la société mère. Société de portage salarial et crédit d'impôt recherche. À la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause le crédit d'impôt recherche dont une société de portage salarial avait bénéficié à la suite de la mise à disposition de chercheurs auprès de ses clients. Suite à la contestation de ce redressement, la Cour de Bordeaux a approuvé l'administration, estimant que cette société de portage salarial ne pouvait prétendre au bénéfice du crédit d'impôt recherche pour des recherches dont elle-même n'avait pas défini le contenu ni supporté le coût et les risques, son activité étant celle d'un fournisseur de main-d'œuvre et non d'un sous-traitant. Droit à l'oubli en cas de passif injustifié maintenu à tort au bilan. La règle de l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit ne s'applique pas à une somme inscrite à tort au compte courant d'un associé plus de 7 ans avant l'ouverture de cet exercice. Le Conseil d'État vient d'apporter 2 précisions importantes pour l'exercice du droit à la correction symétrique des bilans en cas d'erreur commise plus de 7 ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit. Il juge d'abord que ce droit s'exerce lorsque l'erreur affecte un élément soit de l'actif, soit du passif du bilan. Ensuite, il considère qu'une erreur affectant de manière constante un élément d'actif ou de passif, même reconduite de bilan en bilan, n'est pas constitutif d'une erreur récurrente empêchant le droit à l'oubli, dès lors que le contribuable n'est pas tenu comptablement de procéder à un réexamen de l'écriture erronée à la clôture de chaque exercice. Délai de réclamation, déficit né d'exercice prescrit. Lorsque l'administration a procédé à la rectification du résultat d'un exercice non prescrit, le contribuable peut fort bien demander la majoration de déficit né au cours d'exercices prescrits et reportable sur l'exercice non prescrit dont le résultat a été rectifié. Cette demande doit être effectuée dans le délai de réclamation courant à compter de la notification de la proposition de rectification.
l'actualité juridique du mois. Création d'entreprise en 2017. Il est utile, pensons-nous, de vous rapporter qu'en 2017, 591 000 entreprises ont été créées en France, soit 7% de plus qu'en 2016. Les créations d'entreprises atteignent ainsi leur plus haut niveau depuis 2010. Les immatriculations de micro-entrepreneurs augmentent plus 9%, que les créations d'entreprises individuelles classiques, plus 6%, et de sociétés, plus 5%. Le nombre de créations d'entreprises classiques, 349 000, est au plus haut niveau jamais mesuré par l'INSEE. Cette tendance très positive perdure au cours du premier trimestre 2018. En 2017, le succès des sociétés par actions simplifiées se confirme de nouveau. Les SAS représentent en effet 60% des créations de sociétés en 2017, après 56% en 2016, 48% en 2015 et 39% en 2014. Au sein de cette catégorie juridique, la hausse est surtout due aux SAS à associés uniques ou unipersonnels, 37% des sociétés créées en 2017, après 33% en 2016 et 27% en 2015. À l'opposé, la part des sociétés à responsabilité limitée ne cesse de diminuer. Encore majoritaire en 2014, 57%, elle ne représente plus que 36% des sociétés créées en 2017, après 40% en 2016 et 48% en 2015. Sans nul doute, la forte différence entre le statut fiscal des dirigeants dans l'une et l'autre des structures explique largement le succès des SASU. Délégation de pouvoir, un arrêt à retenir. En cas de changement d'un dirigeant social ayant délégué à un salarié ou à tout autre mandataire une partie de ses pouvoirs de représenter la société, la délégation de pouvoir subsiste jusqu'à preuve contraire, car le dirigeant a confié au délégataire, au nom et pour le compte de la société, le mandat de représenter celle-ci dans les limites de ses attributions. Ce mandat émane de la société et non du dirigeant qui la personnifie, de sorte que les événements susceptibles d'affecter le dirigeant, décès, démission, révocation, etc., sont sans effet sur la délégation et que la société demeure engagée par la délégation valablement consentie. Attention, car si une délégation de pouvoir subsiste même après le départ du dirigeant qui l'a donnée, la solution est différente en cas de délégation de signature, par laquelle le dirigeant charge le délégataire de signer pour son compte, et non pour celui de la société, tel ou tel acte relevant de ses attributions. Le délégataire de signature apparaît alors comme le mandataire du dirigeant et non de la société, si bien que la cessation des fonctions de ce dernier met fin à la délégation de signature. Nouvelle modalité de consultation des associés en assemblée. Une ordonnance de mai 2017 autorise un ou plusieurs associés de SARL détenant 5% des parts sociales à faire inscrire, comme dans les SA, des points ou projets de résolution à l'ordre du jour de n'importe quelle assemblée. Cette faculté s'applique aux assemblées convoquées à compter du 1er avril 2018. Pour être recevable, la demande d'inscription à l'ordre du jour doit être adressée à la société par lettre recommandée AR ou courrier électronique avec accusé de réception, 25 jours au moins avant la date de l'Assemblée. Comme dans la SA, la demande d'inscription d'un point à l'ordre du jour doit être motivée. Et la demande d'inscription d'un projet de résolution doit être accompagnée du texte de ce projet, lequel peut être assorti d'un bref exposé des motifs. Notez que les points ou projets de résolution qu'un associé a fait inscrire à l'ordre du jour d'une assemblée doivent être portés à la connaissance des autres associés dans les mêmes conditions que les autres documents d'assemblée. Par ailleurs, dans les SA et les SCA non cotés,
Les statuts peuvent prévoir que les assemblées générales ordinaires et extraordinaires sont tenues exclusivement par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant l'identification des actionnaires. Mais les actionnaires peuvent demander pour chaque assemblée générale la convocation d'une assemblée physique, puisque un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5% du capital social peuvent s'opposer à ce qu'il soit recouru exclusivement aux modalités de participation à l'Assemblée par visioconférence ou par d'autres moyens de télécommunication. Ces nouvelles règles sont entrées en vigueur le 3 mars 2018. Leur mise en œuvre effective nécessite toutefois que les statuts des sociétés concernées aient été préalablement modifiés par une assemblée générale extraordinaire. Notez enfin qu'en cas d'assemblée tenue exclusivement par visioconférence ou par des moyens de télécommunication, le procès-verbal peut être signé par signature électronique au moyen d'un procédé fiable d'identification de chacun des membres du bureau de l'Assemblée. Confidentialité du compte de résultat des petites entreprises. Vous savez que, sauf cas particulier, les sociétés répondant à la définition des petites entreprises peuvent demander que le compte des résultats qu'elles déposent au greffe du tribunal de commerce, avec le bilan et l'annexe, ne soit pas rendu public. Il est intéressant de signaler que la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ne s'oppose pas à ce que les dirigeants des petites entreprises, souhaitant préserver la confidentialité de leur compte de résultats, ne joignent pas le compte de résultats au rapport du CAC sur les comptes annuels à déposer au greffe du tribunal de commerce. Amende pour infraction au code de la route. Lorsqu'une infraction au code de la route, constatée par un radar automatique, a été commise avec un véhicule immatriculé au nom d'une personne morale, le représentant légal de celle-ci est redevable de l'amende encourue. Il doit communiquer aux autorités l'identité et l'adresse de la personne qui conduisait ce véhicule dans un délai de 45 jours à compter de l'envoi de l'avis de contravention. Le fait de contrevenir à cette obligation est puni d'une forte amende supplémentaire, celle prévue pour les contraventions de classe 4. L'amende maximale pour les contraventions de 4e classe est de 750 € pour une personne physique et s'élève à 3 750 € pour une personne morale. Qui, de la personne morale ou de son représentant légal, est redevable de l'amende pour non-désignation du conducteur? C'est la personne morale, a répondu la ministre de la Justice. Celle-ci a aussi précisé que si le représentant légal a lui-même commis l'infraction initiale, il doit se désigner en tant que conducteur et il recevra alors un avis de contravention à son nom en tant que personne pénalement responsable. Comblement de passifs. Les dirigeants d'une société en liquidation judiciaire peuvent être condamnés à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actifs s'ils ont commis une ou plusieurs fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance. Cela étant, la loi du 9 décembre 2016, dite Sapin II, a complété ces dispositions en précisant qu'en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l'insuffisance d'actifs ne peut pas être engagée. La Cour d'appel de Versailles a jugé que cette dernière disposition n'est applicable qu'aux procédures collectives ouvertes après le 11 décembre 2016, date d'entrée en vigueur de la loi Sapin II. Elle ne s'applique pas aux procédures ouvertes avant cette date, car la loi Sapin II ne contient aucune disposition spécifique en ce sens et la modification ne relève ni d'une loi de procédure ou de compétence, ni d'un texte interprétatif. Par suite, pour la Cour de Versailles, le dirigeant d'une société mise en liquidation judiciaire avant le 11 décembre 2016, qui est poursuivi pour avoir contribué à l'insuffisance d'actifs par ses fautes de gestion,
ne peut pas utilement invoquer une simple négligence de nature à l'exonérer de sa responsabilité. Opération de soutien abusif. Le dirigeant d'une société souscrit à titre personnel 2 prêts bancaires destinés à être l'un versé sur le compte courant de la société, l'autre affecté au remboursement d'un prêt accordé à celle-ci. Après la mise en liquidation judiciaire de la société, la banque réclame le remboursement des prêts au dirigeant. Ce dernier recherche alors la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde. La Cour de cassation a fait droit à la demande du dirigeant. En effet, la banque qui consent un prêt personnel au dirigeant d'une société pour renflouer celle-ci en grande difficulté participe ainsi à une opération de soutien abusif par personne interposée. Elle doit donc mettre en garde ce dirigeant non averti des risques de poursuites judiciaires qu'il encourt, ce qu'elle n'avait pas fait dans la situation présentée. Bail commercial et déplafonnement. Par une décision destinée à être largement publiée, la Cour de cassation a confirmé fermement que la modification conventionnelle du loyer décidée par les parties en cours de bail et dans des conditions étrangères tant à la loi qu'au bail initial, constitue une modification notable des obligations des parties, justifiant le déplafonnement du loyer du bail renouvelé. Oui, et cette solution est bien sûr de nature à dissuader les locataires de transiger lors d'un désaccord sur la révision du loyer, par crainte d'un déplafonnement du loyer lors du renouvellement du bail. Mais il est clair que l'accord intervenu en cours de bail sur le montant du loyer modifie bien les obligations des parties. Bail commercial et déséquilibre significatif. Vous savez que selon le Code de commerce, engage sa responsabilité celui qui soumet ou tente de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Ce principe s'applique à toutes les activités de production, de distribution et de service. Mais la location d'un immeuble n'entre pas dans ce champ car il s'agit d'un contrat de louage de choses. Dès lors, les clauses d'un bail commercial ne peuvent pas entraîner la responsabilité du bailleur pour soumission du locataire à un déséquilibre significatif au sens du droit de la concurrence. Vous noterez qu'il faut quelque peu nuancer cette position dans le cas d'un bail portant sur un local de centre commercial. En effet, un tel contrat peut être en fait un contrat d'adhésion dont les conditions générales soustraites à la négociation sont déterminées à l'avance par l'une des parties. Il peut donc y avoir un déséquilibre significatif au détriment du locataire. Matériel informatique inadapté. Le fournisseur d'un photocopieur numérique manque à son obligation de délivrance s'il omet de s'assurer de la mise au point du matériel et de sa conformité avec le réseau informatique du client. En effet, juge la Cour de cassation, l'obligation de délivrance du vendeur d'un matériel informatique s'étend à sa mise au point et elle comporte une obligation accessoire d'information et de conseil du client. Voici maintenant l'actualité sociale du mois. Affiliation des travailleurs indépendants à la sécurité sociale. Le tribunal correctionnel de Paris a condamné en février 2018 plusieurs associations et personnes pour avoir incité des travailleurs indépendants à se soustraire à l'obligation légale de s'affilier à la sécurité sociale. Dans ce contexte, la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, qui succède à la Caisse nationale du RSI, incite fortement les travailleurs indépendants,
engagés dans une procédure illégale de désaffiliation à contacter leur agence locale de sécurité sociale afin de rétablir leur situation. Elle rappelle à cette occasion qu'un travailleur indépendant qui n'est pas à jour de ses cotisations sociales personnelles risque notamment de ne pas acquérir de droit à la retraite, de ne pas bénéficier d'indemnités journalières en cas d'arrêt de travail et d'être dans l'incapacité de concourir à des marchés publics, une attestation de vigilance confirmant qu'il est à jour de ses obligations sociales étant nécessaire. Particulier employeur. Un particulier employeur est une personne physique qui recrute pour satisfaire des besoins relevant de sa vie personnelle et non de sa vie professionnelle. À cet égard, l'absence d'immatriculation ou de numéro sirène, ou encore le fait que les fonctions exercées par le salarié appartiennent à celles relevant des services à la personne, importe peu si les tâches accomplies par le salarié entrent dans l'exercice d'une activité lucrative ou professionnelle. Dès lors, lorsqu'un salarié a été recruté en qualité d'ouvrier d'entretien et exécute des tâches d'entretien du parc et de réfection des murs d'un château ouvert au public, l'employeur n'est pas un particulier employeur et il ne peut pas se voir refuser le bénéfice de la réduction générale de cotisation patronale pour ce motif. Cumul contrat-mandat. Lorsqu'un dirigeant cumule son mandat social avec un contrat de travail, la cessation du mandat social, quelle qu'en soit la cause, révocation, non-renouvellement, démission, est sans effet sur le contrat de travail. Elle ne peut donc en aucun cas entraîner la rupture automatique du contrat qui se poursuit à l'issue du mandat. Les parties peuvent toutefois, dans des conditions de droit commun, mettre fin au contrat de travail pour des motifs concernant l'exécution de ce dernier. Une illustration. Un dirigeant soutenait avoir signé avec l'ancien président du directoire, au moment de sa propre nomination en qualité de président du directoire d'une société anonyme, un avenant à son contrat de travail stipulant que cette nomination n'affectait pas ce dernier. Cet avenant avait été tenu secret et n'apparaissait sur aucun compte-rendu des réunions des organes statutaires de la société. Lors de la révocation de son mandat social, l'intéressé avait invoqué pour la première fois ce document. Il avait ensuite été licencié pour faute grave au motif de la dissimulation frauduleuse de cet avenant ne correspondant à aucune fonction salariée. La Cour de cassation a estimé le licenciement justifié par le caractère gravement fautif de la dissimulation de cet avenant, dont l'objet était de faire obstacle à la suspension du contrat de travail pendant l'exercice du mandat, manifestant ainsi une intention frauduleuse au détriment de la société. Vie privée et ordinateur professionnel. La Cour européenne des droits de l'homme a validé la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle l'employeur peut librement consulter les fichiers informatiques stockés sur l'ordinateur professionnel du salarié et non identifiés comme personnels, la dénomination du disque dur ne conférant pas un caractère privé à l'intégralité de son contenu. Autrement dit, ce n'est pas parce que le salarié baptise « données personnelles » le disque dur de son ordinateur professionnel que l'employeur ne pourra pas y avoir accès en dehors de sa présence. Indemnité de congés payés. Selon la jurisprudence, les parts variables de rémunération ou les commissions liées à l'activité de l'entreprise ou à la production du salarié sont incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, dès lors que ces éléments de rémunération sont la contrepartie de l'activité effective et personnelle du salarié. Que se passe-t-il si la partie variable de la rémunération du salarié est due notamment sur les commandes indirectes de ses propres clients passés et à venir ?
Dans ce cas, une cour d'appel ayant constaté que l'employeur ne démontrait pas que les commandes indirectes prises ou reçues n'étaient pas la conséquence du travail effectif de démarchage du salarié effectué auprès des clients potentiels, a pu décider que les sommes litigieuses devaient entrer dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congé payé. Rupture du contrat de travail d'un coiffeur. Pendant la période d'essai, la rupture du contrat de travail d'un coiffeur, motivée par son orientation sexuelle, est nulle puisqu'elle n'est pas en lien avec les aptitudes professionnelles. Il importe d'ailleurs peu à ce sujet et selon les juges qu'il soit prétendument habituel de recruter des personnes homosexuelles dans la coiffure. Rupture conventionnelle. La remise d'un exemplaire de la convention de rupture aux salariés est nécessaire pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention et pour garantir le libre consentement du salarié en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause. Attention, car si cette formalité n'est pas remplie, la rupture conventionnelle est nulle. Tel sera le cas si l'employeur remet un exemplaire de la convention de rupture à une autre personne que le salarié, sa mère ou un collègue par exemple. Rupture amiable hors rupture conventionnelle. La lettre concrétisant une rupture amiable du contrat de travail imposée par l'employeur en dehors du cadre légal de la rupture conventionnelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Travail dissimulé dans un restaurant. Un restaurant a été contrôlé par les services de police et de l'URSSAF qui ont alors constaté que plusieurs salariés n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche. Le préfet de police a prononcé la fermeture administrative de cet établissement pour 30 jours sur le fondement du Code de la santé publique qui prévoit la possibilité de fermer les débits de boissons et restaurants en cas d'acte criminel ou délictueux. Le restaurant a remis en cause cette décision en soutenant que la décision du préfet portait une atteinte manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie ou à la liberté d'entreprendre. Cette contestation a été rejetée par le Conseil d'État qui a validé la sanction dans son principe, alors même qu'une régularisation était intervenue postérieurement au contrôle. Au terme de ce magazine, nous vous remercions de votre attention et vous donnons rendez-vous en mai prochain. À bientôt!